Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette toute dernière journée du sommet de l'élevage durable 2024 à Cournon d'Auvergne et pour cette toute dernière émission Horizon Vert, émission qui décrypte ce concept de durabilité dans nos systèmes agricoles. Alors après avoir mis en lumière la thématique du climat, de l'énergie et de la transmission, nous allons aujourd'hui mettre en avant l'une des composantes majeures de la durabilité. Il s'agit du pastoralisme. Le but étant de montrer que ce modèle n'est en rien passéiste, ce modèle si présent ici dans le Massif central peut être au contraire pris pour exemple et guider tout un secteur vers des schémas de pensée plus vertueux. Et pour en parler, qui de mieux que mes deux experts du jour que vous allez découvrir dans quelques instants. Bonjour Laurent Bouscara, directeur d'Auvergne Estive, le service pastoral auvergnat, et Bruno Dufayet, éleveur de salaire depuis 1996. Et vous êtes également le président de la FNB, de la Fédération nationale bovine. Bienvenue messieurs. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à tour de rôle votre définition du pastoralisme. C'est quoi le pastoralisme ? Alors le pastoralisme, il y a une définition qui est partagée à l'échelle nationale, c'est la valorisation de végétation spontanée, c'est-à-dire de l'herbe, ça peut être des parcours, ça peut être des landes, ça peut être aussi des bois pâturés, tout ça valorisé par le pâturage de bovins, équins et caprins. Ça c'est la définition que l'on partage au niveau national. Ouais. Vous abondez, Bruno ? Oui, j'abonde, mais pour moi, éleveur, c'est plutôt... je rajouterais à ça, dans le quotidien d'un éleveur, c'est valoriser des surfaces qui ne sont pas les plus productives parce qu'elles seraient destinées à la récolte de fourrage par nos vaches, par nos moutons, par nos chèvres ou par nos chevaux. Il me semble aussi que vous m'aviez dit lors de notre échange préparatoire que c'était un certain équilibre entre la taille du troupeau, la ressource fourragère, herbagère et aussi le nombre d'actifs. Ça c'est dans la définition, pour moi, c'est plutôt du modèle qui intègre justement ce qu'est le pastoralisme. Ce sont des fermes qui justement, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le Massif central, des fermes où les éleveurs ont su garder un équilibre entre le nombre d'animaux, la ressource en herbe de la ferme pour alimenter les vaches et le nombre aussi d'actifs et d'éleveurs parce que il faut une surveillance de tout ça, du troupeau, mais aussi de la prairie. Donc c'est ce rapport-là très équilibré. Pour moi, c'est ce qui symbolise bien le pastoralisme au travers de ce qu'on peut définir comme modèle d'élevage durable. Ce serait alors l'un des modèles les plus équilibrés, en tout cas le plus durable possible ? On pense, oui. Le pastoralisme que l'on retrouve en France, souvent on pense pastoralisme zone de montagne, mais il n'y a pas que du pastoralisme en zone de montagne, on en retrouve en plaine. On a l'exemple cette année au sommet de l'élevage, on a les marais du brouage qui sont là, qui ont du pastoralisme qui est très développé sur leur zone. On a les prés salés à côté du Mont-Saint-Michel. Oui, la baie du Mont-Saint-Michel, tout à fait. Donc voilà, ce qui ressort de tout ça, c'est l'activité de pâturage, valorisation par le pâturage et surtout une végétation qui est là et qui est mise en valeur par les troupeaux. Et avec une biodiversité que l'on retrouve sur l'ensemble de ces territoires. Et en quoi les systèmes pastoraux sont les plus résilients, en tout cas en phase avec les enjeux du XXIe siècle ? Ça, c'est important. On s'aperçoit que face aux aléas que l'on a actuellement, aléas climatiques, on s'aperçoit que ces systèmes, ils sont sans doute plus résilients que les autres systèmes. On a la chance d'avoir des différentes strates d'herbe, je vous ai parlé de l'herbe, mais aussi les landes, les parcours. Les caprins, ils valorisent bien les arbustes. Il y a le sylvopastoralisme aussi. Donc, face au changement climatique, au dérèglement climatique, c'est souvent, on s'aperçoit, au dire des éleveurs, que ces territoires-là sont plus résilients, résistent mieux à ce changement climatique. Il y a aussi l'effet altitude qui est important. Aussi de l'exposition de ces surfaces qui permet aux éleveurs de s'adapter et de conduire les troupeaux en fonction de la ressource fourragère qui est présente. Finalement, le pastoralisme, c'est l'un des systèmes les plus anciens, on va dire ancestral, mais en quoi peut-il nous donner justement des leçons pour l'avenir ? C'est un peu une question similaire que je vous pose.
Ouais, c'est un des plus anciens. Moi, j'ai l'habitude de dire que même il y a longtemps, il a même eu il a eu dans les années 70-80, quand l'agriculture s'est intensifiée, il a même eu l'image d'une agriculture du passé. Et alors qu'aujourd'hui, justement, il devient plutôt le modèle ultra moderne. Et ça, c'est un vrai atout. Il faut qu'on remercie ceux qui ont su résister justement à cette évolution de l'agriculture dans ces territoires. Et ultra moderne parce que voilà, ça intègre pas mal d'enjeux aujourd'hui sociétaux, mais qui concernent aussi l'éleveur. Hein. Voilà, le rôle de l'herbe, on ne va pas rentrer dans des détails, mais le rôle de l'herbe et tous les services qu'elle peut rendre, que ce soit en termes de biodiversité, en termes de stockage de carbone. Il faut savoir que 1 hectare de prairies permanentes, de prairies naturelles, comme on retrouve dans les zones pastorales, c'est 80 tonnes de carbone qui y sont stockées. C'est donc par la présence des éleveurs, par la présence des animaux et du pâturage, c'est un engagement justement à ne pas déstocker. C'est ce carbone qui a été stocké pendant des années. Donc oui, il est ultra moderne par rapport à plein d'enjeux sociétaux. Et il est aussi, mais peut-être on y reviendra, mais il est aussi ultra moderne vis-à-vis sur l'enjeu renouvellement de génération. C'est quelque chose qui répond à de nombreuses attentes sociétales. Les éleveurs de demain font partie justement de cette société qui attend des choses et qui demande des choses. Et ce modèle-là répond à pas mal de choses. Donc il peut être aussi une source une source d'attrait pour aller chercher justement aussi les éleveurs de demain. C'est un modèle qui attire ? C'est un modèle qui attire. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on attirera une nouvelle population d'éleveurs. On attirera plus facilement, tout du moins, une nouvelle génération d'éleveurs avec ce que valorise la coopérative que dirige Laurent, des territoires herbagés, des territoires de montagne, avec des fermes où on est plutôt sur des choses équilibrées, 70 vaches, 70 hectares de prairies. Ça, c'est-à-dire le chargement maximal, c'est quoi ? Aujourd'hui, dans le Massif central, on est à 1,10, donc on est un petit peu plus d'une vache par hectare de prairies. Mais pour dire... Je suis convaincu que c'est ce modèle-là. Demain, on n'attirera pas des jeunes, on ne fera pas rêver des jeunes avec des fermes de 300, 400, 500 vaches, un gros tracteur et le gars tout seul qui doit bosser 7 jours sur 7. Ça, c'est clair. Oui, ce que je voulais rajouter aussi, il y a la valeur collective, souvent sur ces territoires, qui sont souvent difficiles quand même. Il y a l'altitude, il y a les pentes, mais face à ça, les éleveurs ont su souvent se regrouper. Et ça, c'est important dans l'installation des jeunes, la valeur collective, partager le travail, mélanger des animaux, comme ça peut se faire par endroits. Ça se fait au sein de ma coopérative d'estive. Donc il y a des enjeux, bien sûr économiques, mais d'échanges culturels. Ces éléments importants aussi qu'il faut mettre en avant. C'est un modèle, en tout cas un projet collectif, hein, vraiment, quand on comprend que le pastoralisme et que l'élevage soutient tout un tas d'autres activités. Oui, et puis il y a tout ce qui tourne autour, sur ces surfaces-là. Souvent, on a l'activité sur ces territoires, une activité touristique importante. Et donc, pour avoir un territoire accueillant, il faut du pastoralisme. Si on veut garder des milieux ouverts, il faut du pastoralisme. Et là, on voit aussi les aménités positives que peut apporter cette pratique-là. Et là, il y a un enjeu sociétal énorme à faire reconnaître par cette pratique. Et beaucoup de pédagogie autour, j'imagine. Tout à fait. On a compris que les pastoralismes, hein, puisqu'on peut effectivement mettre cela au pluriel, ils sont multiples en France de par la multiplicité, la disparité des territoires. Mais est-ce qu'ailleurs dans le monde, on peut aussi avoir de l'inspiration ? Est-ce que des modèles de pastoralisme peuvent nous aider à avoir un temps d'avance, notamment en termes d'adaptation au changement climatique ? Vas-y. Oui, je pense, oui, on peut s'inspirer. On voit qu'on a des climats qui deviennent de plus en plus méditerranéens. Donc on peut s'inspirer de pays qui sont plus au sud, qui ont su s'adapter au changement climatique, et on doit s'en inspirer. On aura une longueur d'avance. Donc les échanges sont importants, déjà au niveau national, et c'était l'objet du sommet de l'élevage 2024, d'échanger entre services pastoraux, entre pastoraux. L'idée, c'est que l'an prochain, on étende ça à l'échelle européenne pour arriver à l'année mondiale du pastoralisme. Il y a une grosse échéance en 2026. Tout à fait, il y a une grande échéance. Et là, ça nous permettra justement d'échanger, d'aller voir ailleurs. Il y a une diversité de pastoralisme en France, c'est énorme. Et on l'a vu cette année avec l'ensemble des structures qu'on a accueillies au sommet de l'élevage. On a une richesse
au niveau du pastoralisme énorme, mais on va encore enrichir à l'échelle européenne et encore plus en accueillant d'autres pays. L'objectif étant de monter en puissance, si j'ai bien compris. Je sais, Bruno, que vous travaillez sur un projet, un scénario de transition basé sur les systèmes herbagers et pastoraux. Est-ce qu'on peut en parler dans les grandes lignes sans dévoiler effectivement ce projet qui sera lancé un peu plus tard? Oui, alors il y a deux parties. En fait, c'est une initiative du Massif central et des acteurs du Massif central. Il y a beaucoup de scénarios de transition écologique et nous on a dit on peut aussi imaginer un scénario qu'on pourra confronter d'ailleurs avec d'autres scénarios venant d'autres organisations, souvent des organisations environnementales, et le confronter pour justement, je pense à terme, écrire le modèle idéal et très partagé. Mais en fait, le travail, d'abord, il y a une chose importante. Chez nous, c'est une évidence, le pastoralisme. La présence de l'herbe dans le Massif central, elle est évidente. Les prairies naturelles sont là. Et des fois, les évidences, on ne prend plus le temps d'y réfléchir. Et donc là, on se doit déjà de combattre nos évidences, de bien évaluer quels sont nos atouts dans notre système d'aujourd'hui et comment on va le faire progresser. Ça, c'est la partie plus technique. Et ensuite, il va y avoir une partie plus communication au sein du Massif central. On va présenter une identité au travers de ces valeurs du pastoralisme, de ces valeurs du Massif central. Je l'illustre souvent comme ça, mais à terme, ce qu'on souhaiterait, c'est que on est tous les deux de la même commune, Mauriac dans le Cantal, donc on va faire un peu de publicité, même voisin. Mais à terme, ce qu'on aimerait, c'est que le garagiste, le boulanger de Mauriac soit le premier défenseur de la présence des vaches, de l'herbe et du pastoralisme sur son territoire, parce que derrière, on aura une identité forte qui ira bien au-delà du monde de l'élevage et bien au-delà de l'acte de production de viande ou de lait sur nos territoires. Donc c'est cette ambition qu'on va porter au travers de ce projet. Oui. Vous parlez d'identité, presque de revendication patrimoniale, mais aussi ça sous-tend derrière ce que je disais, le socle, la clé de voûte que constitue l'élevage pour nos territoires. Oui, c'est ça. C'est vraiment le socle de nos territoires. Alors quand on dit le socle... C'est-à-dire que si l'élevage s'écroule, le garagiste ou le boulanger, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on souhaite faire. On souhaite poser la question à d'autres acteurs que les acteurs agricoles de ce territoire-là. Imaginez-vous le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, demain, sans élevage. Et puis, sans rien amener. Juste laisser le citoyen se poser les questions de savoir, tiens, qu'est-ce que ça peut générer si demain, il n'y a plus d'élevage. Et là, très vite, on se rend compte que, effectivement, c'est une économie autre qu'une économie agricole directe qui disparaît. C'est la présence de services qui disparaissent. Et très vite, ça peut être un territoire qui se referme complètement. Laurent l'a dit tout à l'heure, imaginez le Massif central sans vaches qui pâturent nos territoires. Essayons d'imaginer les paysages du Massif central s'il n'y avait plus tous nos ruminants qui viennent pâturer, entretenir et ouvrir. Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'on aurait des milieux beaucoup plus fermés, beaucoup moins propices à aller se promener, tout simplement. Des milieux fermés, très compliqués. Hostiles. Voilà, hostiles, on pourrait dire hostiles. Oui, oui, ils finiraient par être hostiles, oui. Et d'un point de vue économique, qu'est-ce qui se passerait si on retire le maillon élevage? On retire le maillon élevage et on retire tout ce qui est à côté. C'est qu'on va vider nos territoires, tout simplement. Je parle de maillon, mais c'est la première pièce du puzzle. C'est un peu le socle de base. Alors, on dit pas ça pour se gargariser. Pour se gargariser ou rouler des mécaniques. C'est juste un constat. On va prendre l'exemple du Cantal où la population active liée à l'élevage, je crois que c'est 11% de la population active, quand à l'échelle nationale, c'est 1%. Donc, c'est-à-dire la conséquence d'une disparition, elle serait dramatique. Donc, elle serait... ça serait une déprise générale. Une déprise totale. Ça serait Laurent le disait, ça serait un territoire qui serait très, très fermé, hostile, comme vous le disiez, Fanny. Et je pense que ça fait rêver personne. Par contre, on est convaincu qu'il faut quand même maintenir des équilibres. Le laisser ouvert, c'est pas non plus y faire n'importe quoi. C'est un peu tout ce qu'on porte au travers des valeurs du pastoralisme, au travers des valeurs du modèle d'élevage herbager du Massif central. C'est justement ça. Maintenant, on est la génération qui doit aussi faire la même chose que ce qu'ont fait nos prédécesseurs. À un moment, eux, ils ont lutté contre une agriculture qui explosait. Nous, on doit capitaliser justement là-dessus, mais juste le capitaliser sans le détruire et sans le déformer, tout en gardant cette ligne.
Vos propos me font penser à une amie éleveuse de brebis rava dans le Sancy qui me faisait cette belle analogie. Elle me disait que voilà, dans la nature, on parle d'espèces parapluies lorsqu'on évoque celles dont la présence conditionne la survie d'un cortège d'autres espèces. Elle disait à juste titre, elle s'appelle Anouk Condé, et je trouve ça à la fois très poétique et très réaliste. Elle disait que finalement, les éleveurs sont une espèce clé de voûte, une espèce parapluie de l'humanité. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, je partage complètement. Du coup, ça nous rend même fiers. Moi, je suis éleveur, ça me rend même fier, justement, avec cette définition-là, de faire ce métier-là et dans ce territoire-là, oui. Là, je partage complètement. Laurent? Oui, on est en phase complètement, c'est sûr. C'est indispensable de monter en communication vraiment et en pédagogie pour faire comprendre ce qui pour nous paraît une évidence, mais pas une réalité pour tout le monde. Bruno le disait, nous, ça nous paraît évident, mais le pastoralisme, c'est quand même mal connu encore. Donc, on a besoin de discuter, d'expliquer ce que c'est, voir les jeunes dans les établissements. Voilà, c'est l'avenir de l'agriculture. Donc, il faut aller expliquer ce qu'on fait, aller expliquer aussi, sortir du monde agricole, aller arrêter de travailler en silo. Oui. On a des événements chez nous, on a la Pastourelle à Salaire qui accueille beaucoup de randonneurs et autres. Et bien, il faut aller expliquer que voilà, s'ils peuvent faire ça, aller courir dans les montagnes, c'est grâce au pastoralisme. Et donc, voilà, on a un rôle important d'aller expliquer tout ça. Bruno? Et il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, mais il y a aussi une dimension vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des décideurs politiques aussi. C'est-à-dire tout ce travail sur la mise en valeur du pastoralisme, de nos modèles herbagers du Massif central aura aussi une mission. À partir du moment où on la définit, où on le porte de façon forte et collective, c'est aussi une façon d'influencer les décisions politiques de demain qui doivent venir aussi protéger, aider, parce que c'est des territoires qui sont un peu plus difficiles qu'ailleurs. Mais par contre, ça mérite un regard et un accompagnement par rapport à tous ces services, tout ce que ça peut amener de positif à l'ensemble de la société. J'aime bien terminer l'émission Horizon Vert par un petit exercice. J'espère que vous allez jouer le jeu. Alors c'est très facile, c'est un texte à trous, tout simple, et vous allez répondre avec beaucoup d'entrain, de spontanéité et surtout soyez inspirationnel. C'est parti, on va commencer avec vous Laurent. Le modèle d'élevage qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui va répondre aux enjeux de demain, c'est-à-dire voilà, répondre aux enjeux économiques, de biodiversité et aux enjeux sociétaux. Moi, je pense que voilà, c'est le pastoralisme qui regroupe tout ça. C'est absolument ça. À vous, Bruno. Le modèle d'élevage qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui aura attiré le plus de jeunes, justement, pour le faire perdurer. Et c'est une très bonne conclusion. Je vous remercie vraiment infiniment à tous les deux. Et je vous remercie vous aussi qui nous avez suivis tout au long de ce sommet de l'élevage durable 2024. C'était la dernière émission d'Horizon Vert. J'aurai plaisir, je l'espère, à vous retrouver l'année prochaine. Et surtout, on vous attend pour cette montée en puissance. On a une échéance l'année 2026, l'année internationale du pastoralisme. Le rendez-vous est donné.